Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du Sage pour un autre épisode avec des entrepreneurs qui ont terminé la mesure au soutien travail autonome avec le Sage Montréal Centre. Mon nom est Kim Boutin, je serai votre animatrice aujourd'hui et on reçoit David Landry et Annie Camon qui vont nous parler de leur entreprise Living Safe. Bonjour! Bonjour, merci de nous avoir. Bien, ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation, même si votre prototype de sécurité pour personnes âgées n'est pas encore tout à fait à 100% sur le marché. Il le sera début 2023. Donc, je suis vraiment contente que vous ayez accepté en primeur aujourd'hui de venir nous parler là, de votre parcours et surtout de ce que vous avez mis au point pour pouvoir aider la communauté finalement à être plus en sécurité. Donc, avant de débuter, parler finalement de votre entreprise, moi, j'aimerais connaître votre parcours. Dites-moi d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait comme études, comment vous vous êtes rencontrés. Je vous laisse aller, j'ai envie d'en savoir plus sur vous ce matin. Bon, ben qui on est? Moi, je suis en fait un ingénieur de mécanique de formation. Puis, en fait, dans ma dernière année d'université, j'ai découvert, durant mon cours d'introduction à l'entrepreneuriat, le Santec, qui est une pépinière d'entreprise qui est associée à l'ETS. Oui. Puis, en fait, à travers vraiment cette expérience-là, j'ai découvert une passion pour l'entrepreneuriat. Puis, c'est un peu de même que ça a commencé pour moi. Moi, j'ai fait mes études en relations internationales, donc vraiment pas reliées. Complémentaire tout de même. Oui, en effet. J'ai toujours eu un petit penchant pour le domaine de la santé, par contre. Puis moi, nous, on se connaît du secondaire, en fait. On est des amis du secondaire. Puis quand David et notre troisième cofondateur, Joseph, ont commencé le projet du Santec et de l'ETS, moi, j'étais un peu en croisée de chemin. Je me demandais quoi faire. Puis je suis un peu tombée là-dedans. Je croyais jamais me lancer dans quelque chose comme ça. Mais c'est ça, on s'est lancé dans l'aventure. Directement, avez-vous eu la chance d'avoir une autre courte carrière avant de vous lancer dans votre projet entrepreneurial? Ben justement, là, au moins pour nous trois, en fait, on n'a pas vraiment eu de carrière avant. Joseph et moi étions même des étudiants quand on a incorporé l'entreprise. Fait qu'il nous restait encore une couple de sessions d'études à l'université à faire en parallèle, en même temps qu'on était en train d'entreprendre les débuts de notre mission puis de notre aventure, si on veut. Puis c'est ça, c'est aussi, pour rajouter un peu à ce qu'Annika disait, je me souviens même, tu sais, elle est venue nous rejoindre puis nous porter main forte une couple d'heures par semaine quand on n'était même pas incorporé, en fait. C'était vraiment juste au stade d'une idée. Fait que, c'est pour ça. Tranquillement, on a réussi à concrétiser plusieurs étapes importantes d'une entreprise. Puis, à un moment donné, on a décidé, écoute, on saute, puis on y va. Puis, tout le monde, les trois, ont accepté. Puis, à partir de là, vraiment, temps plein pour tout le monde depuis, en fait. Ça a quand même été vite finalement au début, mais j'imagine que cette idée-là qui est venue assez rapidement dans votre vie part d'un besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre trio là, qui a ressenti qu'il y avait un besoin quelque part de créer ce genre d'offre-là sur le marché? Oui, absolument. En fait, c'est venu d'une expérience personnelle à moi. Ma grand-mère, malheureusement, est tombée dans sa résidence pour personnes aînées. Elle s'est cognée la tête par terre tellement fort qu'elle a eu une hémorragie cérébrale. Puis un peu comment ça marche dans des résidences autonomes, c'est que tu n'as pas beaucoup d'heures de service, en fait. C'est complètement des personnes autonomes comme vous et moi, en fait. Puis, dans le fond, on l'a juste découvert 12 heures plus tard, après qu'elle avait manqué son petit déjeuner. Puis, suite à ça, ça m'a tout le temps fait réfléchir. Donc, je m'excuse, mais elle a succombé à malheureusement, elle est allée malheureusement, en 12 heures, c'est arrivé 2 fois. Puis, la deuxième fois, elle est allée de quelqu'un complètement autonome à une perte d'autonomie totale, dans les soins palliatifs. Donc, ça a eu vraiment des répercussions majeures qui t'ont tout de suite dans le fond, pour moi, oui, personnellement, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement commun, les chutes. Là. Je pense que c'est autour de 1/3 des personnes aînées tombent chaque année, puis c'est quelque chose comme presque 40% des cas, ils nécessitent une intervention à l'hôpital.
Fait que je veux dire, c'est quand même quelque chose de très sérieux pour les personnes aînées. Puis dans notre cas, c'est un sujet de discussion qui a tout le temps été autour de la table, dans le fond, avec notre famille. Puis au fur et à mesure que j'en apprenais sur les technologies qui existaient, ben, j'ai rapidement fait un parallèle de OK, il y a peut-être des meilleures façons de faire que les pratiques actuelles. Puis après ça, c'était un peu de voir, tu sais, OK, ben on a la technologie, il y a des obstacles pour réussir à rentrer cette technologie dans les marchés. Comment qu'on peut le faire d'une façon qui est viable du côté stratégique financière aussi. Absolument. Et puis, toi, Annika, comment tu as eu envie de t'intégrer à ce projet-là, finalement? Qu'est-ce qui t'a interpellé? J'imagine que toi aussi, là, le besoin puis la mission te tenait à cœur. Absolument, c'est ça. Je trouvais vraiment que c'était une mission importante. Pendant la pandémie, on a aussi commencé un système de livraison d'épicerie pour les personnes âgées dans notre... on habite pas loin, presque dans la même communauté dans l'ouest de l'île. Puis on a fait ça, ce qui a comme un peu consolidé mon désir de faire quelque chose, d'aider les personnes âgées. Puis de mon côté, moi, j'ai mon grand-père qui habite tout seul en Allemagne. Ma famille... Tu ne pouvais pas lui livrer l'épicerie. Non, ça, pas je ne pouvais pas faire ça. Mais ma famille, ma mère et moi et mon père, on l'appelle à tous les jours, normalement 2 fois par jour. S'assurer qu'il est entouré, même exactement. à distance. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait vraiment, vraiment aider. C'est pas non plus pour enlever l'aspect humain. Si mon grand-père y avait ce boîtier, on l'appellerait quand même. Oui, absolument. Mais ça rassure tout le monde. Exactement. Certainement. Ça enlève une petite anxiété latente au quotidien. Mais c'est ça, tu sais, du cas de ma famille, on l'appelait aussi, mais malheureusement, tu sais, le dernier appel qu'on avait... Ah oui, c'est vrai? Je ne me doutais pas. Ben, non, mais tu sais, le soir, on l'avait appelé, puis là, tu sais, le lendemain, elle n'est plus du tout consciente puis autonome, tu sais, fait que c'était un gros choc à ce niveau-là. Absolument. Donc, j'imagine que la raison pour laquelle là, vous avez décidé de créer... Rappelez-moi le nom de comment ça s'appelle. Fait que le nom de la solution au complet, fait que du boîtier puis de la plateforme de centralisation des données, en fait, c'est Lisa. Lisa, OK. Qui est vraiment, pour ceux qui ne le voient pas, Lisa, c'est une petite boîte blanche qui ressemble un peu à un petit appareil Apple, mais qui n'est pas un appareil Apple, mais un peu dans le même identité. Là. C'est vraiment une petite boîte blanche toute petite, là, environ la grosseur de 2 mains. Puis ça, vous m'aviez dit tout à l'heure que c'est branché au mur directement, puis on n'a jamais besoin de le charger, on n'a jamais besoin de faire aucun pitonnage, quoi que ce soit. Là, c'est ultra simple. Oui, exactement. Fait que c'est un boîtier qu'on plug dans une prise standard. On l'installe au mur un peu comme dans le principe d'un thermostat. Mais cependant, une fois qu'il est installé, là, il commence à capter à l'aide de capteurs non intrusifs. Puis capteurs non intrusifs, excuse-moi. Moi, je suis un petit peu, c'est ça. Fait que, dans le fond, tout l'objectif de ce produit-là, c'était vraiment de pouvoir offrir une solution de monitorage qui est très peu intrusive au niveau de la vie privée. Fait qu'on ne voulait pas utiliser de caméra. Puis aussi, on voulait doubler ces avantages-là avec une solution qui ne nécessitait rien à porter, en fait. Fait que, tu sais, l'aîné qui se fait... En fait, avec notre dispositif, tu n'as plus besoin d'apporter des bracelets ou des colliers comme avec d'autres solutions similaires. Puis c'est ça. Fait que dans le cas du capteur, l'aspect non intrusif vient du fait qu'on utilise en fait un capteur radar, fait qu'aucune caméra, pour sortir toute l'information qui est vraiment critique à la prestation de soins, là. Donc, ça fonctionne seulement avec des ondes de détecteurs de mouvement, c'est ça? Absolument. C'est beaucoup moins puissant que les ondes Wi-Fi, mais c'est des ondes électromagnétiques avec des fréquences et de la modulation différente. Et à partir de l'émission de ces ondes-là, on est capable de vraiment utiliser tout le software qu'on a créé pour faire l'analyse de ces données-là, pour ensuite traduire ces données brutes en informations qui sont critiques à la prestation de soins, là, pertinentes à la prestation de soins. Okay. C'est vraiment intéressant là, de la façon que ça fonctionne de façon pratiquement autonome. Là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On voulait offrir, on voulait en premier temps venir en aide au personnel soignant en leur offrant un peu un espèce d'assistant 24 heures, 24/7 qui est capable de rester avec chacun des résidents tout le temps. Parce que c'est ça. Là, éventuellement, ça va être
évoluer dans les réseaux de santé privés, publics? Ouais, Oui. fait que dans le fond, que ça soit dans les soins en établissement comme les CHSLD ou les résidences pour personnes aînées, que ça soit dans le soin à domicile au niveau vraiment public, ou même que ça soit pour les particuliers, c'est toutes des avenues qu'on cherche à explorer. OK, vraiment intéressant. Là, je vous pose beaucoup de questions parce que veux pas, on veut Mhm. comprendre ce que vous offrez là, avant d'entrer peut-être encore plus dans votre parcours. Puis ça va permettre aux gens là, qui nous écoutent de bien visualiser et de comprendre qu'est-ce que Lisa, je vais m'assurer de ne pas me tromper dans le nom, de Living Safe. Donc, sinon, moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur vos responsabilités, là, chacun de votre côté. De ton côté, Annika, qu'est-ce que t'apportes finalement là, à Ouais. l'entreprise? C'est quoi ton rôle là, Donc, depuis moi, le je suis départ? directrice des opérations. Dès le départ, ben, j'ai apporté un peu d'organisation, d'ordre aux deux ingénieurs. Ah, ben oui. Puis c'est ça. En ce moment, ben, c'est beaucoup. Je m'occupe du côté administratif des choses, la gestion interne de projets, RH, là, quand on Ouais. commence à embaucher un peu plus en plus de personnes. Puis beaucoup aussi le financement non dilutif. Là, donc, par rapport aussi au SAGE, là, le programme, c'est moi qui ai fait la plupart des formations et tout ça. Puis c'est ça. OK, donc, ben, je vais te poser la question en fait de toi aussi, là, quel est ton Ouais. rôle, puis après ça, on embarquera justement dans votre parcours là, avec les programmes d'aide au démarrage d'entreprise. Mhm. Donc, Fait que, en fait, mon rôle est en tant que président de l'entreprise. Fait que ça soit du démarchage d'affaires au niveau stratégique aussi, ou même de l'exécution opérationnelle. C'est veux pas, une petite entreprise comme la nôtre, malgré nos titres, on doit être en mesure de porter plusieurs chapeaux. On a des ressources humaines limitées, fait que d'être capable de vraiment être complémentaire dans nos talents, puis de venir répondre en fait aux besoins qu'on a, même si c'est pas particulièrement selon nos titres. Je pense que c'est quelque chose que les trois fondateurs ont aussi, en plus de vraiment notre base avec notre position. absolument, surtout en phase start-up, là, je pense qu'il faut avoir la force d'oser mettre tous les chapeaux. Après, je sais que vous avez eu, on va dire, l'instinct, l'intelligence d'aller vous entourer d'experts parce que veux pas, pour réaliser ce genre de projet-là, vous avez besoin d'avoir une équipe assez solide et expérimentée. Là. Oui, absolument. Que ça soit au niveau administratif, que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau stratégique ou réglementaire ou de la production, de l'approvisionnement, c'est tous des éléments qu'on doit prendre en compte dans notre type de technologie et dans les marchés qu'on vise. Fait que, naturellement, c'est sûr que comme on n'a pas toutes ces compétences-là parmi les fondateurs, l'équipe, c'est l'aspect le plus important qu'on a réussi à bâtir. Et puis, aborder la question avec Annika, qui est plus autour de la gestion des ressources humaines. Comment on réussit à aller recruter du personnel quand on est en phase de démarrage comme ça, que notre projet n'est même pas encore dévoilé là, complètement au grand public? Comment ça fonctionne, l'étape de recrutement? Comment on arrive à aller chercher ces experts-là puis de les mettre en confiance avec le projet pour vraiment qu'ils aient envie de se joindre à nous puis de s'investir complètement? Oui, ben c'est pas facile. Je pense qu'on a fait beaucoup d'apprentissage par rapport à ça. Au début, on a beaucoup embauché des stagiaires. On est quand même, étant donné qu'on était au Santec, on était juste à côté de l'ETS, il y a beaucoup Moi, de... juste faire une petite parenthèse. Ouais. Là, le Santec, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme qui aide à démarrer des entreprises dans le milieu technologique. Donc, vous me corrigerez si jamais je me trompe, mais généralement, il y a quelques entreprises qui proviennent de secteurs plus spécifiques comme ça, la technologie, qui vont faire le Santec avant d'arriver au SAGE et de faire le programme de la mesure soutien au travail autonome. Donc, ça permet de structurer les aspects que nous, au SAGE, on va moins toucher, qui sont vraiment spécifiques aux technologies. Là. Exactement, c'est ça. Donc, voilà, je te laisse poursuivre avec le recrutement, c'est avec le Santec et les stagiaires. Oui, c'est ça. On a appris beaucoup en embauchant des stagiaires. Puis ça se fait facilement avec les universités ont beaucoup de services où est-ce que tu peux embaucher des stagiaires ou des personnes qui viennent de graduer. Donc, ça, on a un peu commencé là-dedans. Puis, c'est
ça, au fur et à mesure. Pour des embauches permanentes, c'est sûr qu'on essaye de vraiment trouver des personnes qui adhèrent à la mission. Puis c'est sûr qu'on a en ce moment encore des ressources limitées, mais on essaye de donner à nos employés des bénéfices autres que juste financiers, puis d'avoir une belle équipe, d'être motivant et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est un challenge, mais à date, ça se passe quand même bien. Ouais, pour rajouter un peu, je pense vraiment que il faut un peu que tu aies une vocation vers la mission parce que c'est vraiment pas standard comme environnement, un environnement d'entreprise en démarrage. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est souvent très nouveau pour nos employés. Des entrepreneurs presque qui doivent se joindre à Ouais. vous, des gens qui ont On- vraiment c'est- envie de créer avec vous depuis le départ puis qui croient là, en la mission. Absolument. Profond de même. C'est vraiment du monde qui souhaite avoir un impact considérable. Puis, tu sais, veux pas, c'est ça qui fait en sorte que notre culture est autant innovatrice, puis puis qu'on avance aussi vite, justement. Je trouve ça intéressant, là, tu parles de culture d'entreprise. Parlez-nous un peu de la vôtre pour une jeune entreprise comme ça. C'est quoi la culture d'entreprise si justement il y a des défis au niveau peut-être là, il ne faut pas que les gens se joignent juste pour l'aspect financier. Donc là, on vient balancer avec la culture d'entreprise. Est-ce qu'on peut aborder un peu la vôtre? Ouais, ben c'est sûr que une culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est tout le temps en train d'évoluer. Veux pas, quand on était 3 puis qu'on a rajouté la 4e personne, ben la 4e personne devient maintenant 25% de l'entreprise en termes de ressources humaines. Puis elle apporte sa personnalité, etc. Fait que vraiment, nous, on l'a bâti autour des valeurs qui nous tiennent à cœur. On le bâtit avec aussi notre période de probation souvent, puis certaines étapes de nos embauches sont beaucoup pour valider que cette personne-là fit bien avec notre équipe, puis va bien travailler justement avec les collègues. Je m'excuse, est-ce qu'on peut avoir des exemples, par exemple? Oui, ben, tu sais, une des étapes, ben, là, comme mettons pour une embauche qui est permanente, mais pas nécessairement pour un senior. Là, on commencerait avec, une fois qu'on a les candidatures, il va y avoir un screening puis un peu du balayage initial pour garder les meilleures candidatures. Par la suite, là, on va passer plus à des entrevues du niveau technique pour vraiment valider que ces personnes-là ont des compétences qu'on a besoin, tout simplement. Puis la dernière étape, c'est vraiment une visite à nos bureaux où on fait interagir tous les membres de l'équipe ensemble. C'est un peu planifié de notre bord, mais ça a l'air très naturel quand la personne vient sur place. Oui, pour voir si la personne va bien d'apprendre à connaître la personne. Oui, absolument, parce que c'est tellement important que, au niveau où ce qu'on est, la communication rapide, elle peut vraiment offrir des bénéfices incroyables pour notre avancement. Puis d'avoir justement tout le monde d'aligné sur la même page, qui va dans la même direction, puis qui a une belle culture, ça fait en sorte que, malgré les difficultés de l'entreprise, c'est vraiment plaisant de venir travailler au bureau. Ou avec notre équipe, en fait. C'est vraiment intéressant. Donc, merci pour cette parenthèse, parce que veux pas, je pense que souvent les gens se disent « Ah, ben là, c'est trop tôt. On ne peut pas avoir une grande équipe, on ne peut pas engager. Si et ça, il y a différentes contraintes. Par exemple, je reviens au financement. Est-ce qu'il existe peut-être des programmes d'aide qui peuvent vous aider à embaucher à cette étape-là? Absolument, il y en a beaucoup. On est vraiment chanceux au Québec. Il y a vraiment beaucoup de programmes qui permettent d'embaucher, de faire des projets différents. Puis c'est vraiment comme ça. C'est comme ça qu'on a fait. Puis c'est ça qui nous a permis de grandir l'équipe vraiment. Vraiment. Donc, il ne faut pas hésiter à aller s'informer Ouais, dans les différents centres d'aide employabilité, le centre d'aide de démarrage d'entreprise pour aller chercher des ressources comme vous l'avez fait, parce qu'on voit aujourd'hui que ça vous permet de pouvoir déployer un projet d'entreprise qui a un potentiel énorme, parce que je sais que vous êtes déjà en discussion pour l'exporter ailleurs, là, finalement. Là, donc, c'est parce que vous avez su bien vous entourer dès le départ. Effectivement, je pense qu'on a fait une très bonne job à vraiment, savoir ce qu'on sait, puis comprendre que, on connaît pas tout, puis apprendre à aller chercher cette information, que ce soit justement avec des mentors, des coachs ou être bien entouré, peu importe. Fait que ça a vraiment facilité beaucoup des étapes pour nous. Puis, à quel moment est arrivé le parcours du
stage Montréal-Centre avec la mesure soutien au travail autonome? Parce que moi, je sais que là, vous avez terminé notre parcours il y a à peine 1 an. Et puis, juste avant, vous avez fait le Santec. Donc, à quel moment, là, environ, vous vous êtes dit, OK, là, on pense que faire la mesure soutien au travail autonome pourrait nous aider à avancer davantage. Puis, ben voilà, Annika, je te laisse aller. Ouais. Ben, c'était justement relativement tôt dans notre processus. Je pense juste après le Santec, justement. Puis c'est là qu'on en avait entendu parler. Il y avait d'autres entrepreneurs qui avaient fait la mesure. Puis c'est sûr que c'est un programme qui est très, très bénéfique et qui peut aider les entrepreneurs à se lancer, justement, parce que c'est sûr que nous, on était pendant la période de COVID. Fait que moi, par exemple, mon emploi étudiant que je faisais avant et que je continuais un petit peu quand on avait commencé, j'avais arrêté de toute façon à cause de la COVID, mais on connaît beaucoup d'histoires où est-ce que les gens doivent continuer à travailler pour pouvoir se payer le loyer et tout ça, là, c'est la vie. Donc, ça permet vraiment de se concentrer complètement pendant 1 an sur l'entreprise puis ne pas trop se soucier du reste financièrement. Oui, parce que le stage avec la mesure STA peut apporter un soutien financier selon la façon dont vous pouvez mon Dieu, excusez-moi, je perds mes mots, mais être approuvé finalement au programme. Ouais. Amenez-moi un dictionnaire, quelqu'un, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est ça. Vous avez eu la chance d'avoir ce petit soutien financier-là qui vous a permis de vous concentrer davantage sur le démarrage. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement de faire le programme au stage? Est-ce qu'il y avait des connaissances, des choses qui vraiment là, vous ont permis d'aller de l'avant davantage? Ben, je pense que un peu comme tu l'avais mentionné avant quand tu avais donné la description du Santec, les deux offrent des formations qui sont complémentaires aussi. Fait que c'est sûr que un des éléments qui est fortement apprécié du programme SAGE, c'est qu'on apportait des formations sur des éléments concrets et comment le faire réellement. Tandis qu'au Santec, beaucoup des formations, puis pas pour rien enlever au Santec, mais étaient très haut niveau de la stratégique, tandis que souvent des petits détails qui sont quand même importants, comme la fiscalité ou peu importe, étaient peut-être moins abordés, tandis qu'au SAGE, c'était plus concrètement abordé. Oui, le stage, en fait, c'est ça. Le programme est vraiment basé sur le démarrage de l'entreprise, donc tout ce qui est des formations, tant au niveau de la construction du plan d'affaires que tout ce qui est fiscalité, marketing, c'est vraiment plus ça qui est touché, tandis que le Santec, qui vient vraiment en complémentarité, là, est plus au niveau stratégique, et puis après ça, bon, selon le domaine, là, vous êtes technologique. C'est ça. Puis beaucoup axé justement sur les nuances pour une entreprise technologique, en fait. Absolument. Bien, c'est intéressant qu'on en parle parce que, bon, parfois, les gens peuvent penser qu'ils doivent faire un ou l'autre, mais ce qui est beau, c'est qu'on est souvent dans ces programmes-là, on est souvent partenaires ou du moins, on se connaît bien entre nous et on sait qu'on a chacun nos forces et que souvent, il y a des gens qui vont arriver d'une place pour venir nous voir ou vice-versa. C'est plutôt rare, je dirais, que, bien, ça arrive, mais il y en a souvent comme vous, vont faire plus d'un programme pour vraiment aller chercher un maximum là, de connaissances et d'outils qui vont leur permettre d'avancer. Là. Absolument. C'est les outils, la visibilité, le réseau que ça l'apporte, c'est des éléments extrêmement importants. Qu'est-ce que vous retenez principalement de votre passage à la mesure soutien au travail autonome? Petite mouche qui passe. Ouais. Il y a beaucoup de choses, hein? Il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment bénéfiques, là, mais l'aspect qui est le plus intéressant ou qui aide vraiment, là, c'est d'avoir moins de pression financière. Oui. Vraiment, quand tu veux te lancer les deux pieds dans un projet qui est difficile, où tu connais rien, puis vraiment où tu es en plein apprentissage, de pouvoir enlever une portion du stress qui est associé aux finances, ça t'aide à pouvoir garder ton énergie pour les aspects très importants.
comme justement aller aux formations puis apprendre la bonne base pour créer la fondation de l'entreprise. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire quand tu es en train de t'inquiéter de comment tu vas payer ton loyer ou tu es en train de t'inquiéter, OK, je vais devoir aller travailler le soir pour pouvoir financer en fait mes activités. Fait que ça, c'est vraiment ça qui... Ça permet de mettre vraiment l'énergie au bon endroit, là, Ouais. finalement. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à penser à cette étape-là. Et une chose qui est vraiment bénéfique, je pense que c'est pour tous les programmes un peu comme ça, mais de vraiment s'entourer aussi d'autres startups et jeunes entreprises, puis de se faire des relations là. Ça aide de voir les autres, comment eux ils font, de pouvoir s'échanger, de se donner des conseils. Donc, ça, c'est aussi un aspect que dans toutes les formations. Ouais, c'est très plaisant de pouvoir échanger avec des individus qui vivent les mêmes émotions, les mêmes stress que toi, dans le fond. C'est très enrichissant. Donc, ça vous a permis aussi de créer un réseau. Est-ce qu'il y a des gens dans ce réseau-là qui sont encore des collègues peut-être professionnels de près ou de loin aujourd'hui? Absolument. On a gardé contact avec l'entièreté, je pense, des autres entière. entreprises. On se voit régulièrement, on a des activités régulièrement, on partage même nos locaux avec une autre entreprise du Santec de la même cohorte que nous. Fait que vraiment, je pense que ça a créé des relations qui vont beaucoup plus loin que l'entrepreneuriat aussi, puis vraiment des relations de vie, en fait. C'est vraiment beau, hein, parce que tu veux pas, quand tu démarres une entreprise, bien, ça fait partie de ta vie. Donc, si en plus tu as la chance d'avoir des gens qui partagent un peu le même mode de vie d'une certaine façon, c'est certain que c'est vraiment bénéfique là, au bout du compte. Puis sinon, moi, j'aimerais qu'on parle des phases à respecter quand on souhaite démarrer une entreprise dans votre domaine. Parce que j'imagine qu'il y a des phases complètement différentes que, par exemple, le secteur des services ou secteur agroalimentaire, la mode, peu importe. Là, on parle vraiment d'une technologie. Donc, parlez-nous des phases à respecter dans votre démarrage. Bien, tu sais, avec une entreprise, je pense que il y a beaucoup de parallèles, même si ce n'est pas nécessairement une entreprise technologique, puisque pour avoir une entreprise, il faut vraiment que tu répondes à un problème concret. Fait que vraiment, par rapport à l'entreprise technologique, peut-être un des éléments qu'il ne faut vraiment pas négliger, c'est les étapes préliminaires. Fait que la mise en place de tes hypothèses fondamentales. Fait que qu'est-ce qui fait en sorte que les clients vont acheter ce produit-là ou qu'est-ce qui fait en sorte que ce produit-là répond réellement aux besoins. Puis ensuite, c'est vraiment de sortir de la bâtisse, comme qu'on dit, puis de vraiment valider ces hypothèses-là. Parce que si tu réalises que tu avais tort dans plusieurs de tes hypothèses fondamentales, bien, probablement que ton idée de qu'est-ce qui répondrait à cette problématique n'est pas nécessairement pile poil. Puis ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Là. Toutes les étapes préliminaires où tu es en train de vraiment communiquer avec les acteurs du milieu puis de sortir de l'information pour pouvoir dire, OK, oui, est-ce que ça répond à la problématique ou non? Puis comment qu'on va pouvoir le faire? Ou est-ce qu'on peut le changer pour que ça réponde? Fait en gros, la validation, poser bien ses hypothèses fondamentales, valider bien ses hypothèses d'affaires, c'est les étapes, d'après moi, qui sont les plus importantes d'une entreprise. Au moins initialement. Puis après, quand on rentre dans le plus concret, au moment où vous devez aller chercher des partenaires et des experts, c'est à quel moment vous dites, OK, là maintenant, on a l'idée d'un prototype, bien là, il faut le créer. Comment ça fonctionne? Oui, c'est beaucoup, c'est une des meilleures pratiques aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas essayer de trop développer avant que tu comprennes mieux c'est ce qui est désiré par la clientèle. Puis ça, c'est comme un peu une des grandes erreurs qu'on fait, en fait, c'est de tomber en amour avec notre solution et non la problématique. Okay. Parce que si tu penses que ta technologie est tellement bonne, etc., bien, peut-être que tu ne vas pas l'adapter de la meilleure façon. Tandis que si tu es vraiment en amour avec le problème que tu règles, bien là, tu es prêt à mettre n'importe quelle solution en autant que c'est la meilleure sur le marché.
Puis d'avoir un peu cette approche-là, ça t'aide pendant que tu communiques avec les acteurs du milieu à vraiment pouvoir conserver l'information qui est importante. Puis d'essayer de voir après ça, puis de leur suggérer potentiellement des options qui pourraient les intéresser. Puis suite à ce démarchage-là, tu es capable de valider avec ta traction que, OK, potentiellement, il y a un besoin, on est capable de sortir un produit, on est capable de l'exécuter, on est capable de le faire, puis ça va se vendre à quand même, on est quand même quasiment certain que ça va se vendre. Fait que c'est là, à partir de là, que tu peux vraiment peut-être mettre un peu plus la pédale au gaz pour le développement du produit. Okay. Puisque là, au moins, tu as peut-être potentiellement tes premiers clients, tu as potentiellement t'as une beaucoup meilleure connaissance de vraiment ce qui est recherché dans ce milieu-là. Puis là, tu peux vraiment sauver de l'argent au niveau du développement parce que tu fais moins d'erreurs, moins d'itérations, puis un peu les ressources sont très limitées. Fait que de pouvoir faire ces étapes-là comme du monde, ça facilite beaucoup les choses. Puis ensuite de ça vient la mise en marché et puis éventuellement, bon, l'exportation. Donc là, je sais que dernièrement, là, vous avez rencontré différents partenaires. Comment qu'on fonctionne quand on est prêt justement à aller de l'avant dans ces étapes-là? Ouais, OK, ben c'est beaucoup, tu sais, on fait souvent des éléments en amont, veut pas. Fait que, tu sais, la production, par exemple, du dispositif a ses propres critères, a ses propres contraintes, puis fait en sorte que son échéancier n'est pas nécessairement dépendant de ta capacité à créer des contrats commerciaux. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de faire les éléments importants potentiellement en même temps pour que tu puisses déjà démarcher des partenaires commerciaux le temps que tu es capable de mettre en production. Donc, on fait les choses en même temps. Donc, même si une étape n'est pas complètement terminée à ce niveau-là, on peut quand même aller mettre un pas en avant de l'autre tout de suite. Là. Oui, peut-être pas nécessairement si toutes les étapes sont consécutives dans un seul département, mais mettons aux côtés du développement d'affaires, parallèlement à le développement de produits, ça absolument, ça devrait être fait en parallèle même, puisque beaucoup d'informations qu'on obtient durant le démarchage d'affaires est directement utilisée pour structurer puis planifier dans la production. Absolument. C'est aussi de trouver l'équilibre de pas, on doit toujours avancer vite, mais en même temps d'attendre, prendre les bonnes décisions, obtenir toute l'information, la validation, puis se lancer, mais pas non plus trop se retenir parce qu'on n'a pas toutes les réponses à ce moment-là. Puis des fois, je pense que c'est bon, comme vous disiez, là, avant qu'on ouvre les micros, c'est bon de ne pas connaître toutes les réponses. Hein? Dans votre cas... c'est un peu peut-être une réponse plate, mais effectivement, des fois, la naïveté peut être très positive. Parce que quand tu ne comprends pas les obstacles qui s'en viennent devant toi, ben tu t'inquiètes pas pour ces obstacles-là. Tandis qu'une fois que tu l'as déjà fait ou une fois que tu as avancé dans ça, tu comprends en fait l'ampleur du travail à accomplir, puis ça peut peut-être te mettre des bloquants pour commencer. Absolument. Puis quel genre d'obstacles vous avez rencontré jusqu'à maintenant? Peut-être en nommer chacun de votre côté, par exemple, Annika, quel genre d'obstacle majeur tu retiens. Ça peut être positif au final. Là, je sais que chaque problème peut nous apprendre par la suite. Là. Donc, je vais vous laisser tous les deux. C'est peut-être pas quelque chose de concret, mais je dirais vraiment de jongler l'équilibre entre, on n'a pas beaucoup de ressources, mais il faut avancer, puis de ne pas, justement, comme je disais un peu avant, mais de ne pas essayer d'être trop parfait, puis de tout faire. On est constamment on n'est constamment pas dans notre zone de confort, puis de pas non plus, faut pas hésiter d'aller poser des questions, de savoir quand c'est notre limite, puis de pas essayer de tout faire parfaitement parce qu'on n'a juste pas assez de temps, pas assez de ressources, puis il faut réussir puis apprendre à faire les priorités de ce qu'on peut faire réalistiquement. Je pense que tout est un obstacle. Ouais. Je pense vraiment que tout est un obstacle. Là, comme je pense que ça, au niveau des connaissances, c'est un obstacle, c'est sûr, parce que tu connais pas en fait comment le faire la majorité des choses. Au niveau financier, au niveau même gestion émotionnelle, c'est en fait c'est totalement différent quand tu commences à avoir des pressions financières de devoir payer des employés, etc. Oui, parce que là, vous avez 8 employés, c'est ça? C'est ça. Fait que dans l'équipe qui temps plein, en fait, on est 8.
Puis on a 5 consultants en partiel aussi qui accompagnent. Puis justement, ces consultants-là, c'est pour apporter l'expertise qui manque à l'équipe Absolument. de Donc, temps c'est plein. sûr qu'il y a des salaires à payer au bout du compte. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup les gros obstacles. Le plus gros obstacle, c'est probablement au niveau financier. C'est pour une entreprise technologique, on parle de beaucoup d'argent qui doit être investi dans le développement, que ce soit même un produit physique ou même du software. Il y a beaucoup d'argent qui doit être mis dans le développement. Tu n'as pas nécessairement t'as pas des revenus immédiats, fait que tu as besoin de pouvoir étaler tes ressources sur une longue période de temps. Fait que, ça, c'est un des plus gros obstacles qu'on a eu, c'est de vraiment comprendre puis naviguer les différents programmes ou ressources qu'on pouvait avoir pour financer les activités de notre entreprise. Mais sinon, pas mal. Je dirais aussi peut-être gérer l'incertitude. C'est sûr que par rapport à nous, on sait dans quoi on savait pas dans quoi on s'embarquait, mais éventuellement, tu sais que les choses changent constamment. Mais quand tu as des employés, il faut aussi bien gérer ça pour que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Il faut qu'il y ait confiance aussi. Ben, c'est ça. Puis que quand un jour, tu sais, David a parlé avec un investisseur, OK, on fait quelque chose change rapidement, que les gens se sentent bien là-dedans aussi. Puis qu'on puisse quand même tous aller de l'avant comme ça. Puis après avoir traversé toutes sortes de défis en environ, disons, 2 ans, là, depuis vos tout débuts peut-être, quels conseils aimeriez-vous donner à ceux qui auraient envie de se lancer dans le démarrage d'une entreprise, soit peu importe le milieu ou sinon peut-être plus spécifiquement dans un milieu technologique comme le vôtre? Ben, ouais, c'est ça. Après 3 ans, je pense que... 3 ans. Ouais, c'est ça. Allez-y. Je pense qu'écoute, au Québec, on a pris des décisions avec la société qui vraiment rend ça possible pour les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs de se partir en affaires. C'est tous les programmes qui existent pour t'aider au niveau de l'acquisition de compétences et de connaissances pour pouvoir exécuter ton projet. Puis tous les programmes qui existent au niveau du financement, l'éducation qu'on a eue, qui a été payée, c'est tous des éléments qui font en sorte qu'on est vraiment choyé ici au Québec d'avoir ces ressources-là pour se lancer en affaires. Fait que ça serait vraiment, tu sais, il ne faut pas avoir peur de le faire. C'est difficile, mais c'est très gratifiant de se partir en affaires. En même temps, il ne faut pas avoir peur, mais c'est normal d'avoir peur. L'important, c'est d'être capable d'avancer malgré ces peurs-là. Oui, exactement. C'est très normal d'avoir peur. Je pense que tout le monde a peur quand ils lancent leur entreprise. Puis, tranquillement, tu es capable de développer un peu des mécanismes pour mieux faire la gestion, justement, de ces sentiments-là. Super. Je dirais aussi d'apprendre, oui, comme on se lancer, mais d'apprendre aussi de laisser aller parce que c'est tellement facile de obséder. Tu sais, c'est sûr que le succès de notre entreprise nous tient tellement à cœur, mais les choses avancent. Il y a toujours des feux à régler, il y a toujours des problèmes, mais finalement, on trouve toujours des solutions. C'est pas parfait, mais les choses continuent toujours à bouger aussi. Ouais, c'est vraiment de ne pas être trop difficile sur soi-même, tu sais, spécialement quand tu es quelqu'un de très perfectionniste. Tu as tellement d'éléments à accomplir dans une journée que il faut que tu acceptes de ne pas trop te mettre coupable des éléments que tu ne peux pas contrôler, puis vraiment de continuer puis d'aller de l'avant. Vraiment. Bien, merci énormément pour ce partage-là. Avant de quitter, j'aimerais dire aux gens qui peuvent découvrir vos produits sur livingsafe.ca. Pouvez-vous nous partager également vos réseaux sociaux si vous en avez? Oui, bien, on est sur LinkedIn puis Facebook, alors vous pouvez nous suivre là. C'est pas mal, beaucoup de nos activités sont là naturellement à cause de notre clientèle cible. Puis, tu sais, si jamais vous avez des questions, vous voulez rentrer en contact avec nous parce que vous êtes intéressé par le projet, ça va nous faire plaisir de prendre quelques minutes avec vous. Vraiment, un énorme merci. Je suis vraiment heureuse de vous avoir reçu là, en studio aujourd'hui pour parler de ce nouveau
petit cube magique que j'aimerais bien nommer. Là, franchement, je pense que ça peut vraiment apporter de la sécurité supplémentaire aux aînés. Puis en ce moment, il y a beaucoup d'enjeux autour du bien-être de nos aînés au Québec. Donc, vous arrivez au bon moment, je crois, sur le marché. Un grand merci, Annika et David, d'avoir été présents aujourd'hui. Donc, merci à tous pour merci votre beaucoup. écoute. Merci. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux également, au Sage Montréal Centre, pour aller écouter les teasers de nos épisodes qui sortent à tous les mois. Donc, un grand merci d'avoir été là et à la prochaine. Bonne journée!